Horizon sur Table Noire et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Comme vous le savez, chez Table Noire, on est ici pour documenter notre communauté tout autour du monde, que ce soit en Afrique, sur le continent ou ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être assis avec 4 personnes issues de la diaspora qui sont nées soit sur le continent ou nées ailleurs, vécues ailleurs en France ou beaucoup voyagé et qui ont une expérience de vie totalement différente. Et le plus important aussi, qui est très important, c'est qu'ils font tous partie de Bios, qui maintenant nous accompagne sur Table Noire. Donc déjà, merci à vous tous d'être là, ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi de l'invitation. Merci. Merci, c'est normal. Et je vais vous inviter déjà à vous présenter pour qu'on puisse un peu vous connaître, ce que vous faites, bon, pas dans les deep, mais juste qu'on puisse avoir une image de vous. Et voilà, c'est parti. Et on va dire honneur à ma gauche. Let's go. Bonjour à tous, moi je m'appelle Erika, j'ai rejoint Bios il y a un peu plus d'1 an, depuis l'année dernière. Je suis un peu le couteau suisse de Bios, je pense. J'interviens sur les différents événements, beaucoup plus sur Aura et puis aussi en logistique. Ok, merci. Salut. Hello à tous, moi c'est Sally, je suis chez Bios depuis 8 ans maintenant, presque, et je suis en charge du contenu mode, voilà, pour être très concise. Ok. Bonjour à tous, Chris Douglas, je suis présentateur de Culture Thérapie, vous m'avez sûrement vu plusieurs fois. Et ça fait 2 ans que je suis chez Bios. Et bonjour, moi je suis Jennifer et j'ai rejoint Bios en 2022, donc il y a bientôt 2 ans. Je suis responsable communication Au Salon, qui est un concept de Bios. Et j'interviens aussi dans Bios, on va dire la structure mère, sur de la rédaction d'articles par exemple. Ok. Merci déjà pour la présentation. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Je suis pas très heureux. J'aimerais juste savoir en fait à peu près vos origines. Parce que on va parler de diaspora aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aimerais savoir à peu près où vous situez. Okay. Même si on est tous une grande famille, c'est Bios Family, mais j'aimerais aussi savoir où vous situez. Donc, dis-moi. Moi je suis originaire du Tchad. Moi du Mali, de mes 2 parents. Moi, Guadeloupe, Martinique. Et moi, Guinée. Et pas Guinée-Conakry, Guinée. On sent le... On a tous senti le 1. Beaucoup d'histoires là, dans tout ça. D'accord. Et pour moi, comme j'ai dit, Horizon, Togo-Bénin. Meilleur littoral, bien sûr, d'Afrique de l'Ouest, au Togo. Et bien sûr, Pile Culture, on se sait. Donc... Il y a beaucoup de choses. Aga. Donc aujourd'hui, je vous ai aussi réunis parce que j'avais aussi qu'on puisse parler en fait de nos expériences de vie. Et c'est vrai que le timing est assez intéressant parce qu'on va aussi parler d'immigration et de nos expériences. Donc on a tendance à tous connaître à peu près à tous connaître les causes de l'immigration. Il y a eu la colonisation, des guerres, beaucoup de réfugiés ou autres. Juste aussi, tu as des fuites de ton pays, mais ça c'est pour des causes financières qui sont aussi liées à la colonisation. Et bien sûr des opportunités dans d'autres pays. Et les immigrations, c'est pas bien sûr que Afrique vers Europe. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup aussi d'immigration. Ils appellent ça des expats, mais ils ont aussi des immigrations de France vers Afrique ou Europe vers Afrique, parce que bien sûr, il y a énormément à apprendre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à peu près vos vies par rapport à ça, vos expériences. Vous pouvez me raconter déjà, bien sûr, où vous êtes né et comment vous avez vécu l'immigration. Et l'immigration, comme j'ai dit, c'est aussi quelque chose en fait de mental, parce que vous grandissez dans un pays qui est tellement pas le pays de vos parents, pas le pays de vos grands-parents. Donc c'est quelque chose aussi de différent. Donc commençons par... Non, changeons. Désolé. Jennifer, dis-moi. Alors moi, mon histoire de l'immigration, comme j'aime le dire, elle commence avec moi-même. Parce que je suis la première génération d'immigrés de ma famille, en tout cas en France. Je suis la première de ma famille à avoir immigré ici de manière... semi-définitive peut-être. Moi, je suis arrivée en France à 18 ans pour mes études. Donc, j'ai quitté Conakry après mon bac et une première année d'université en journalisme et communication. Je me suis installée à Nice où j'ai étudié en communication, information et communication. Et j'ai fait mon master à Nice. J'y ai vécu pendant 5 ans, le temps d'avoir mon master. Ok, donc en fait, t'es vraiment arrivé directement, tu étais déjà adulte, d'une certaine façon, directement en France. C'est ça. Ok. Nice. Alors moi, j'ai toujours vécu en France. Je suis né, pour vous dire, je suis né à Courbevoie. Donc moi, c'est le 92 qui m'a bercé, comme on dit. Et Tu répètes beaucoup 92 comme si c'était... C'est une fierté pour lui. Ah non, parce que c'est
comment dire, c'est une communauté en fait, tu vois, surtout dans les banlieues, et quand on vit tous à peu près dans la même cité ou à 10 minutes à pied, forcément il y a une communauté qui se crée. Et voilà, moi j'ai pas vécu spécialement dans une cité, mais j'ai vécu juste à côté. Donc en fait j'ai les codes, les cultures un peu de cité. Et ce qu'on dit dans les médias et ce que je vois actuellement, je me dis qu'il y a une grosse différence en fait. Par rapport à l'immigration, bien sûr. Voilà, exactement. Et c'est mal fait, autre, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes comment dire, qui sont issues de l'immigration et qui devraient être plus reconnues. Voilà. Sally, dis-moi. Pour ma part, du coup, je suis issue de 2 parents d'origine malienne. Mon père a fait partie des premières vagues, il est arrivé en 70 en France. Donc voilà, ça remonte. Il a vécu d'abord en foyer de jeunes immigrés pour un peu s'intégrer de façon douce avec les siens, on va dire, avant de prendre son émancipation et prendre un appartement et puis se marier, etc. Et ma mère est arrivée en 87, donc ouais, à peu près un peu moins de 20 ans après. Et j'ai grandi à Paris 20e, donc hyper cosmopolite. De mémoire, je me suis jamais sentie seule ou isolée. Enfin, j'ai toujours vu des personnes qui me ressemblaient, on va dire. Donc honnêtement, j'en garde des bons souvenirs, en tout cas, de mon intégration. Parce que du coup, il y avait beaucoup d'autres enfants immigrés, enfin de parents immigrés. Et donc, on avait une histoire commune et on se retrouvait sur plein de points. Donc voilà, c'était assez fluide. Ok. Erika, dis-moi. Bah, moi, c'est complètement différent. Je suis née à Reims. Donc, à l'époque, dans les années 80, mes parents étaient arrivés en France depuis le Tchad. Pareil, au début des années 80. Bon, je ne suis pas née dans les années 80, enfin, années 80. Mais c'était assez compliqué parce que Reims, c'est pas Paris. Tu es en province. Tu avais très peu d'immigration à l'époque. Je pense qu'il y avait pas mal de Maghrébins. Je pense que c'était la première vague, effectivement, d'immigration qu'il y avait sur place. Mais après, d'Afrique noire, vraiment, tu en avais très peu. Et surtout de Tchadiens. Il y en avait aussi très peu en France. Je pense que même encore aujourd'hui, Toujours, à chaque fois quand je dis « Ah, je suis tchadienne », on dit « Oh, wow, c'est rare. t'es super rare ». On n'a pas l'habitude d'entendre « Ouais, je suis tchadienne » ou « Je suis tchadien ». Exactement, ouais. Donc, c'était assez difficile parce que mon père, en fait, est arrivé quand il était étudiant. Il terminait ses études ici. Après, il a commencé à travailler. Donc, très vite, il y avait une solidarité entre les immigrés africains. Mais nous, à l'école, c'était beaucoup plus dur parce que on était souvent le seul ou la seule noire à l'école. Et je pense que j'en parlerai un petit peu après. Mais ouais, c'était différent de ceux qui ont pu grandir dans le 92 ou à Paris, par exemple. Je voulais juste rajouter un petit truc, c'était par rapport à l'immigration. Moi, mes parents, il y a ma mère qui est née en Normandie. Donc voilà, bon, c'est une noire. Hein. C'est une noire, je tiens à préciser. Je suis pas métisse. Non, elle a vécu en Normandie parce que mon grand-père, du coup, lui, était militaire. Donc du coup, ils ont beaucoup voyagé. Elle est née en Algérie, etc. Donc ils ont fini en Normandie. Mon père, lui, il a vécu toute sa vie en Guadeloupe. Et il voulait pas partir, mais ses parents l'ont forcé à partir pour qu'il puisse mieux vivre. Du coup, il a fait son service militaire ici et il est devenu journaliste. Ok. Voilà. C'est bien que tu dis ça parce que toi, je peux rebondir en plus dessus. C'est que moi, par rapport à moi, tu vois, moi, je suis togolais béninois. Je suis pas né en France, je suis né aux Antilles. Mais la première, on va dire, première vue de la France que ma famille a eue, c'était par mon grand-père qui aussi était militaire et qui avait fait en fait la Seconde Guerre mondiale, tu vois, et qui après été renvoyé sur Paris et tout pour remettre tout en ordre et tout, et puis après a été expulsé, renvoyé directement au Bénin et tout. Et c'est vrai qu'après ça, c'est la première vision que, on va dire, ma famille paternelle a eue, tu vois, de la France. Par aussi mon père, mon grand-père qui a dit à mon père, ouais, la France c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut absolument te cacher parce que comment ils vont te traiter, c'est ça, tu vois. Ouais. Fin d'histoire, c'était rapide. Mais tout ça pour dire que oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des vues différentes. Et quand tu as parlé de communauté, c'est vrai que moi, j'ai grandi en 93, tu vois, meilleur département de France, qui fait que, on a tout ce qui sort du 93 arrêté. En tout cas, en termes de culture, et ça, on va prendre en plus en banlieue, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et même, toi, dans les Paris 20e et autres, parce que Paris 20e, 18e, 19e, c'est aussi, pour moi, ça fait aussi partie de la banlieue, parce que c'est là où, en tout cas, la diaspora, les immigrés, pour rentrer dans Paris, c'est souvent en fait, ces arrondissements. C'est ça, c'est souvent ces arrondissements
En fait, on a énormément, en fait, on travaille plus trop par ethnie ou par pays, mais on travaille par communauté. En tant que communauté noire, tu vois, moi, j'étais posé avec des Maliens, des Sénégalais, plein d'Antillais, même, tu vois, Afrique du Nord, que des gens que je n'ai pas côtoyés au Togo ou au Bénin, tu vois. Mais c'était finalement toute une communauté, toute une famille et autres. Et c'est pour ça qu'on a, comme tu as dit, on a ces différentes cultures qu'on apprend et que directement, tu vois comment on va, aux infos, comment on va traiter l'immigration, traiter les banlieues, traiter ces genres d'arrondissements ou juste des personnes qui nous ressemblent. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous, on voit. Tu vois. Donc, merci pour avoir partagé ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est en fait, votre expérience vraiment en, fait, en grandissant, en arrivant sur l'immigration. D'accord ? Et quand vous avez grandi, vraiment vos expériences, mais pures, sans tabou. Parce que Table Noire, c'est bien sûr, c'est sans tabou. Donc, n'hésitez pas. Si c'est vraiment difficile, vous me faites un petit clin d'œil. Mais sinon, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par toi, Jennifer, parce que toi, tu es arrivée à 18 ans. J'aimerais vraiment savoir, en fait, déjà où tu es arrivée et comment tu as vécu en fait, cette adaptation. Alors moi, je suis arrivée à Nice. Donc, niveau adaptation par rapport au froid, déjà, ça allait. Nice, voilà, climat doux, il fait très beau, la ville est magnifique. Vraiment, ça reste ma ville de cœur et je trouve que c'est la plus belle ville de France encore à ce jour. Après, à Nice, on m'a tout de suite parlé de la mentalité des Niçois, que je n'ai pas... Enfin, je ne comprenais pas de quoi on me parlait au début parce que en fait, j'allais à l'école et je rentrais à la maison. Donc, je ne côtoyais pas vraiment de gens. Donc, une intégration plutôt douce. En tout cas, je n'avais pas de grands rêves sur la France. En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'on connaît mieux la France que la France... Enfin, les Français, en tout cas, que les Français ne nous connaissent. Donc, j'ai été juste un peu surprise par le fait que les gens soient étonnés du fait que je comprenne français. Je me disais, bon, ils ont peut-être pas eu de cours de géographie et d'histoire, parce que quand même, ils nous ont colonisés, ils sont censés savoir qu'on est francophone. Oui, il y a beaucoup de petites remarques comme ça qui font qu'on se rend compte qu'en fait, on ne nous connaît pas du tout, en fait. Et j'ai appris aussi, oui, qu'ils n'avaient pas étudié la Guinée en histoire, quoi. Enfin, puis même, pour certains, même pas l'Afrique, apparemment. Et nous, pourtant, on a vraiment étudié la France de fond en comble, voilà. Toute l'histoire, et pas que la France, le Japon, parce que la France nous a colonisés. Je ne dis pas que c'est normal qu'on apprenne l'histoire, mais bon, voilà. Mais en tout cas, on a appris encore... on a appris l'histoire d'autres pays, quoi, du monde, tout simplement, en fait. Et puis même, on s'intéressait, il y avait la télé... Moi, je suis née en 94, à 18 ans. Bon, de 94 jusqu'à mes 18 ans, il y avait la télé partout, quoi. Donc la France, on connaissait, en fait. Et puis, on côtoyait des Français, parfois, par rapport au travail des parents ou autres, voilà. Et oui, c'est cette méconnaissance-là de notre monde qui m'a étonnée. Mais sinon, oui, l'intégration s'est bien passée. Après, j'ai commencé à travailler, job étudiant, à côté de mes études. Et là, j'ai commencé à voir un peu de ce dont on parlait quand on me parlait de la mentalité niçoise, voilà. Mais vu que j'étais quand même dans un cercle, j'ai commencé à me faire des amis en cours, français et non français. J'avais une copine ivoirienne, du coup, qui est restée mon amie à ce jour. Hein. Et ensuite, j'ai rencontré aussi une Guinéenne. Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on nous dit parfois, c'est de nous mélanger. Mais en fait, c'est pas facile du tout de se mélanger. Moi, le premier jour, j'ai essayé vraiment, j'étais pleine de bonne volonté. Mais quand au bout du deuxième jour, j'ai vu que la personne avec qui j'étais assise toute la journée, avec qui on avait parlé de tous les sujets possibles et imaginables, le lendemain ne me reconnaissait pas, ou en tout cas, est passée devant moi sans me dire bonjour. Je me suis dit, ok, bon, c'est peut-être comme ça ici. C'est ça, vraiment... Exactement. Ne pas dire bonjour, c'est quelque chose de très... Ouais, ça m'a choqué vraiment. Moi, c'était le premier jour, quoi. Et le deuxième jour, c'était le deuxième jour, ça, du coup. Et ensuite, c'était pareil. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, j'ai été isolée un petit moment parce que je me souviens que tous les Africains, en tout cas pas nés en France, hein, tous les immigrés étaient assis devant en amphi, parce que moi j'étais à la fac en école, et on était tous assis devant. Et je me souviens qu'il y avait des moqueries justement dans l'amphi sur ça, sur le fait que les Noirs, je l'ai entendu, c'est pas qu'on me l'a dit, je l'ai entendu vraiment, les Noirs, ils sont tous assis devant, ils forment un village. Oui. Moi j'aurais lancé une bombe. J'aurais lancé une big bombe. Ça, c'est des trucs en fait qui sont pour moi, c'est... Et je suis même pas étonné du tout, parce que moi, c'est des trucs en fait qui sont
tellement des trucs que j'ai vécu en arrivant ici aussi, des textes écrits directement à vraiment des trucs débiles, genre ça va être je sais pas, un spectacle et tout, directement on va mettre le noir devant, on va mettre le noir dans un rôle particulier de voleur, des conneries comme ça. Vraiment, je l'ai sur tape pour dire que le seul rôle, tu vois, de voleur du spectacle, c'était moi, tu vois. Ma mère, elle en pouvait plus, des trucs comme ça. Et c'est vrai que, tu sais, ils ont tendance en fait à travailler sur leurs stéréotypes et pas vouloir s'éduquer. Parce que je trouve en fait que ça, on a toujours ce truc où on se dit, est-ce que on doit leur dire, on doit leur apprendre des choses, mais en fait, comme tu l'as dit, tu es né en 94, tu as eu la télé depuis le début. C'est aussi, en fait, ça nous appartient, nous, en tant qu'être humain, de s'éduquer et de comprendre l'autre. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne veux pas le faire. C'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que tu ne veux pas le faire. Et donc, directement, pour moi, tu es fautif. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que vous avez dit, c'est les micro-agressions. Les micro-agressions, le fait qu'une personne vienne te parler, que le lendemain, elle ne te parle pas, ou même que, des fois, ils font des réflexions, tu vois, tu es un peu étonné, quoi, tu vois. T'es touché, tu te dis, comment ça se fait que tu puisses dire ça, tu vois. Donc ça, c'est des micro-agressions qui font que on est obligé de rester entre nous pour pas avoir ce genre de réflexion, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Donc, quand ils s'étonnent, qu'on dit, ouais, ils forment des communautés, ils forment des groupes, c'est tout simplement pour pas avoir ce genre de réflexion, quoi. C'est ça. Et voilà, donc ça crée des micro-agressions, ça crée des petites choses qui font que il y en a qui affluent à une grosse haine, d'autres qui sont un peu désintéressés, d'autres qui essayent de s'intégrer au mieux. Donc, ouais, ça, Non, mais c'est ce que je dis, c'est la nature humaine. ouais, Tu vas pas rester dans un endroit où, en fait, où tu te sens mal, où tu te sens attaqué, où tu te sens diminué et autres. Non, tu vas aller plus dans un endroit où il fait plus chaud. Et là, je dis chaud, en fait, mental, dans le sens où tu vas te sentir plus à l'aise et on va moins t'insulter. Je veux dire que c'est plus intéressant que j'aille à droite, on va faire des petits trucs par rapport à nos pays, mais on va rigoler et on va quand même une bienveillance qu'aller à gauche et te dire, en fait, d'entendre des remarques de merde, ça va pour un noir, hein, ou des trucs comme ça. Et pour eux, c'est un grand compliment, tu vois. Et là, tu te dis, mais c'est choquant. Mais Erika, dis-moi toi aussi par rapport à... Parce que c'est intéressant, parce que vu que t'as grandi à Reims, et bien sûr, la communauté à Reims, elle est beaucoup moindre, la communauté noire, elle est beaucoup moindre. Toi, au moins, t'as eu, c'est vrai que certaines personnes, en fait, déjà d'immigrés dans ton école où t'as pu rejoindre. Mais toi, c'est vrai, peut-être t'as pas eu cette opportunité-là, en tout cas jusqu'à ce que je sors de c'est Reims ça. et que j'arrive à Paris. C'est ça, donc même en termes de... Ouais, c'est ça, en fait. Comment t'as réussi un petit peu à naviguer dans on va dire, cet océan... Oh, j'allais faire... Désolé, dans cet océan blanc. C'est un terme économique. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Océan blanc. C'est un terme économique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout à faire, tu vois. Donc en vrai, t'avais tout à faire. Il y avait tout à faire, mais c'était un peu difficile. Parce que moi, dans mon histoire, effectivement, comme je vous l'ai dit, mon père est arrivé en France dans les années 80. C'était un étudiant, son but c'est de devenir prof, et il y est arrivé, il est devenu prof. Donc au départ, on vivait dans un quartier où tu avais tous les immigrés en fait. Tu avais tous les Maghrébins, tous les subsahariens, tous au même endroit. Et moi, je suis née en 87, ça y est, je le dis. Mais à l'époque... Safe place. C'est OK. Parce que je suis toujours encore plus jeune. Okay. personne ne va écarquiller les yeux, t'inquiète. On n'est pas en mode Kevin Hart. Non, c'est pas nous. Mais effectivement, à l'époque, donc, on est né dans moi, le quartier dans lequel je suis née s'appelle Wilson. Donc, c'est un quartier qui est... Qu'est-ce qu'il y a ? Wilson. Non, Wilson. Wilson, ça fait penser à Seul au monde, là, avec son petit ballon, là. Wilson. On me l'a fait à 24. Ah ouais? Ah ouais? Parce qu'à un moment, vu qu'un de mes prénoms c'est Winston, tu vois, il me disait, ouais, ça y est, c'est Wilson. Ça lâche pas. Ouais, je regardais, je jouais. Je suis béninois. Menace. Donc, vas-y, dis-moi. Non, mais je suis née dans ce quartier-là. Et en fait, voilà, mon père, il était encore étudiant. Il terminait ses études. Donc, on était dans un studio à 4. Parce qu'il y avait mon père, ma mère, mon grand frère, qui lui est né au Bled et qui est arrivé à ses 6 ans. Et moi. Et puis, très vite, quand mon père a trouvé du travail, on a déménagé dans un quartier qui était très blanc. Il n'y avait quasiment pas d'immigration dans ce quartier-là. Et c'était dur. C'était vraiment dur. Parce que t'es arrivé, déjà les parents ils devaient affronter un peu ce racisme et cette résistance là par rapport à leur arrivée dans le quartier. Les gens ils se sentaient un petit peu envahis alors qu'on était la seule famille. Et puis nous à l'école, je me souviens que j'allais dans une école qui était
pas très loin de là où on habitait. Et en fait, c'était limitrophe avec un quartier où tu avais beaucoup plus de diversité. Donc ça arrive et j'étais pas seule. Je pense en maternelle, il y avait quand même quelques maghrébins dans ma classe. Je devais être la seule noire. Mais après, quand le temps est passé, mon père, il montait les échelons forcément. Donc au niveau de notre style de vie, on a pu aussi déménager dans un quartier là qui est un nouveau quartier. Et là, il y avait vraiment pas de noirs. On était la première famille noire à être arrivée là-bas. Et là, c'était vraiment le plus dur parce que à l'école, j'arrivais et on me donnait des remarques racistes du style ouais, pourquoi t'es noire, tu sens mauvais, tu t'es pas lavé, etc. Ou t'es noire parce que t'es sale. Et en fait, tu comprends pas parce qu'à la maison, t'es dans ton cocon, tout le monde est noir, tout le monde te ressemble. Mais mon père, comme lui, il était déjà confronté à tout ça. Ce qu'il nous disait à chaque fois, c'est tu es noir, fais beaucoup d'efforts à l'école, sois le numéro 1 à l'école, travaille au mieux. Toi, t'as pas le droit à l'échec, donc t'es obligé de te surpasser. Et donc, moi, j'avais vraiment intériorisé ça. Et donc, j'étais dans une culture de performance. C'est-à-dire que j'arrivais à l'école, je voulais être la plus forte. Je voulais être la plus forte physiquement parce qu'il fallait que je me défende. J'avais aussi ma petite sœur. Et il fallait aussi que mentalement et intellectuellement parlant, je sois dans les numéros 1. Mais donc, j'étais aussi... d'un côté, je me disais, bon, je suis une fille, il faut que je reste quand même dans mon rôle de fille, de jeune fille, etc. Mais j'étais très garçon manqué parce qu'en fait, j'avais pas le choix. Il fallait que je me défende et il fallait que je défende ma sœur. Donc, c'était très compliqué parce que, comme je disais, à la maison, tu es dans ce cocon où tout le monde est noir. Donc, tu te rends même pas compte que tu es noir parce que c'est normal. Mais quand tu arrives à l'école, tu te prends une claque parce que là, tu te dis... un label dans la tête directement. Mais grave, et les gens, ils veulent pas s'asseoir à côté de toi, etc. Et puis après, petit à petit, tu te fais des vrais amis. Et t'as pas le choix. Et puis après, forcément, avec le temps, on a été 2-3 familles noires. Et là, tu crées une sorte de solidarité naturelle parce qu'en fait, t'es comme moi, on se ressemble. Et donc là, on forme cette communauté. Mais c'est vrai que j'étais très envieuse après quand j'ai quitté Reims beaucoup plus tard et que je suis allée faire mes études ailleurs, que je suis arrivée à Paris. Quand je me retrouvais avec des amis qui étaient nés à Paris ou en banlieue qui me disaient « Mais quoi, t'étais la seule noire à l'école ?» Mais c'est une dinguerie et tout. Tu sais, je me disais, purée, j'aurais bien voulu vivre ça dans l'autre sens, tu vois. Ne pas me sentir seule. Mais ouais, c'était dur pendant longtemps. Parce que toi, Sally, tu as eu une expérience quand tu es née. En fait, c'est pour ça que je veux faire le lien, c'est que toi, Sally, tu es exactement la personne qu'elle a rencontrée. C'est ça. Ouais. C'est celle qui est déjà à Paris, qui est née, qui a grandi. Moi, comme j'ai pu le dire, franchement, le 20e, c'était un excellent endroit pour grandir et me développer. Avec le côté fille née en France, mais qui a des origines et qui les revendique. Dans le sens où j'ai jamais eu de complexe ou de honte à m'assumer, parce que je voyais d'autres enfants immigrés, en fait. Donc c'était beaucoup plus simple, en fait. Surtout que les Maliens, on est quand même en bombe en France. Hein. Ça, c'est cliché, hein. C'est pas nous qui le disons. On a tous pensé ça. Bien sûr. Ouais, 8-7. Ouais, non, on est beaucoup. Et puis 20e, j'habitais près de Porte de Montreuil, le Bamako de France. C'est comme ça que ça s'appelle vraiment. Donc j'ai pas eu de confrontation hyper difficile où j'étais rejetée, etc. Mes parents m'ont très vite donné cet amour de mon pays. C'est-à-dire que je suis allée au Mali pour la première fois, j'avais 4-5 ans. Ça reste jeune. Il y en a qui vont beaucoup plus tard. Et ma mère a essayé comme ça de, à chaque fois, me donner le goût d'y aller. Même là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Elle m'en parle souvent. Pour un peu... Je pense qu'elle a peur que peut-être les liens se distendent et qu'on oublie nos pays d'origine, alors qu'on est une génération où on est... comment dire ça, on est une génération qui semble très conscient des choses. Et donc, en général, on est quand même très fiers d'où on vient. On se réassume, on va dire. Mais voilà, après... primaire, il y avait plein de petits enfants noirs. Ouais, t'étais vraiment... T'étais dans ce groupe. Non, c'était cool le 20e, avec aussi des personnes blanches et que j'ai aussi côtoyées. Donc, j'ai eu un bel équilibre, en fait. Vraiment. Après, alors, au collège, j'avais fait une option, classe européenne. Et en fait, du coup, c'est là où j'étais avec des personnes, une classe avec beaucoup de personnes, du coup, blanches. Ça a été mon premier choc, on va dire, honnêtement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes racisés qui prenaient cette option-là. Donc par définition, j'étais avec des personnes blanches, mais j'ai pas forcément eu de mauvaises remarques parce que j'étais plutôt bonne élève. Du coup, en fait, ça a glissé, quoi. Arrivé au lycée aussi, c'était un lycée majoritairement peuplé d'élèves blancs. J'ai fait un bac L.
Je ris parce que bac L, Non, mais le Non, mais bac L, il y a un peu le stéréotype bac L. Non, mais on c'est ça. pense, tu vois. Vous êtes à 16 heures de philo dans la Et on semaine. lisait que Non, mais des c'est livres, ça. j'en ai marre. Non, mais vraiment. Ouais. T'es en L aussi? Ah non, pas du tout, mais à chaque fois qu'ils en parlent, j'ai l'impression, Ah non, tu vois, c'était, c'est Bah, que c'est, des livres, des c'est livres, ça. des livres, tu Bah, en vois. plus, philo, ouais. littérature, c'était les matières C'est ça, même les personnages, dominantes. c'est même, c'est vrai, mais c'est même, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu de la L, c'était beaucoup de blancs. Bah, c'est ça. En L, t'as C'est énormément vraiment- de blancs, t'as 3 noirs, On était 4, qui est presque. tu vois. Mais Et il y a parce que j'allais dire, t'as 3 noirs et un nord-africain, tu vois. Et c'est juste ça. c'est ça, c'est ça. Et Il y a un aussi- peu des profils atypiques. Ouais. Dans l'esprit des gens, c'est les hippies, on porte des sarouels, on s'assoit en tailleur devant le lycée jusqu'à 18h. Après, on prend le bus et on rentre. Moi, j'estime que j'étais pas comme ça. Enfin, je sais que j'étais pas comme ça. Mais du coup, naturellement, j'ai formé un groupe avec des copines. Alors, il y avait une antillaise, 2 antillaises, pardon. Enfin, une guyanaise, une antillaise et une d'origine indienne. Et naturellement, on s'est ligués. Sachant que. Mais en fait, c'est naturel. Hein. C'est pas du tout une envie de former un clan contre les autres. C'est naturellement. Alors, est-ce que. Voilà, on s'est vu à la rentrée et un lien qui s'est tissé parce que parmi les 30 élèves, on était les 4 seuls avec des origines, peut-être. Et d'ailleurs, dédicace à elle parce que je suis toujours en contact avec elle. Des vraies copines. Voilà, je dirais pas mon âge, mais ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Donc, bah non, je me suis cramée du coup parce que le calcul sera fait. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. mais voilà, et donc, ouais, des belles rencontres. Et donc, voilà. Ça permet un peu de, je trouve, ça permet un peu de, oui, retisser les liens et puis former un clan, bah, pas péjorativement, mais former un clan dans une plus grande entité où parfois on se reconnaît pas. Voilà. Après, il y a eu des remarques en tant que jeune fille noire, etc., avec des mèches. Ah, vous savez, je vais pas dire le nom parce que je déteste, mais l'appellation, voilà, dédiée aux jeunes filles noires, machin. Les FF. À la team des FF. Voilà. J'en ai eu, pas beaucoup, mais j'en ai eu quand même. Mais j'étais tellement fière d'où je venais que même ça me touchait pas. Et puis voilà, quoi. Et puis ce prénom-là, il a été gâché par ça. Enfin, honnêtement, Ouais, je fais c'est un peu c'est une petite aparté, mais c'est hyper honteux. Et voilà, après, je suis allée en fac de droit, pareil, diversité. Et là, actuellement, enfin, après, j'ai fait de la communication et communication mode. Donc, en fait, j'ai vécu, comment dire ça ? J'ai vécu, en fait, des expériences très larges, diversifiées. Après, plus de niches. Après, rediversifié en fac de droit. Et après, encore une niche en école de mode. Donc, voilà, c'est un peu les montagnes russes, avec parfois des remarques qui fusent. Pas très méchant. Honnêtement, j'ai été assez privilégiée, je trouve. Je pourrais pas dire pourquoi, mais franchement, ça a été, vraiment. Après, voilà, la mode, c'est un milieu qui est diversifié, mais pas tant que ça encore. Je trouve c'est un milieu très. Enfin, moi, je vois pas. Enfin, diversifié dans Un petit peu. Diversifié en fait dans l'image. Je trouve que il est diversifié dans l'image. Aussi, oui, Il est par vraiment rapport à ce diversifié qu'on dans met en l'image. On avant. va avoir beaucoup de choses différentes. Ouais. Mais c'est vrai que Dans la finalement, profondeur. au niveau de l'HQ, tu vois vraiment du. Ouais, du ah oui, siège, je suis d'accord. pas du tout Non, je suis diversifié. d'accord, ouais. Non, Ça, c'est vrai. Tu vois, ouais. C'est vrai. Donc là, pareil, bah, des petites allusions, petites remarques, mais je passe au-dessus, et puis voilà. Donc, par rapport à ce que tu as dit, tu vois, je me dis peut-être que Chris a eu la même expérience. Parce que toi, tu me dis que tu as grandi à Courbevoie, donc banlieue, communauté et tout. Donc, clôture cette explication de grand. Alors moi, c'est assez compliqué. En fait, j'ai vécu à Colombes et j'ai eu une petite expérience à Courbevoie aussi parce que je faisais du basket, du coup j'avais principalement une communauté aussi diversifiée. En fait, à Colombes, le truc c'est que c'est assez étrange comment c'est fait. C'est en fait, on a un côté haut et un côté bas. Et le côté haut, il est un peu bobo, un peu avec des personnalités un peu plus riches. Et en bas, on a toutes les banlieues, toutes les cités. Le système, moi, de pyramide extrême. Mais vraiment, c'est troublant en fait. Parce que plus tu descends, et plus tu vois, par exemple, il y a des épiceries tenues par des Nord-Africains. Tu descends, il y a des tabacs tenus par des Asiates, etc. etc. Et quand tu montes, tu as la mairie. Tu vois, tu as les choses créées principalement pour les personnes qui sont aptes à payer ce genre de choses. Vous voyez ? Et moi, en fait, j'ai vécu dans le côté haut, mais dans le côté haut où il y avait une cité, en fait. Donc, ce qui fait que, en fait, depuis l'école, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec un côté bobo et un côté
quartier. Ce qui fait que j'ai eu, par exemple, dans ma classe, genre 2 noirs, une personne de la communauté nord-africaine qu'on prenait pour, dans la classe comme des personnes pas très riches parce qu'ils venaient d'en bas. Et en fait, tous les blancs s'acharnaient, entre guillemets, sur les personnes qui étaient différentes. Ce qui fait que comment dire, en fait, tu oublies au fur et à mesure du temps qui tu es et en fait, tu essaies de t'assimiler directement. Donc moi, dès la primaire, moi j'avais que des amis blancs. Les amis noirs aussi faisaient pareil. Et, les nord-africains, eux, ils restaient entre eux parce que du coup, ils étaient un peu délaissés. Et au collège, c'est là où il y a eu le déclic. C'est là où il y a eu le déclic parce qu'en fait, tous les collèges étaient vers le bas. Ce qui fait que du coup, il y avait beaucoup plus de personnes de ma communauté et en fait, ils m'ont, comment dire, on fait comprendre que j'étais pas à ma place. Voilà. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que je me suis dit, ouais, en vrai de vrai, je suis noir. Parce que depuis ma primaire, en fait, je me suis jamais... Voilà, c'est ça. En fait, comme tu me disais, quand il y avait des blancs qui me disaient, ouais, t'es africain, ok? T'es pas un noir comme les autres et tout, etc. T'es antillais, nanana. J'ai dit, moi je disais, non, je suis pas africain, je suis antillais. Après, c'est vrai qu'il y a, parce que il y a une désolé de te couper sur ça, mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc énorme, et encore plus quand on était, je pense, à peu près tous au collège, lycée, où vraiment, tu t'en sortais mieux si t'étais entier. Hein. Ah, je te jure. Tu t'en sortais mieux. C'était, genre, t'es antillais, des portes s'ouvres. Je te jure. Des portes s'ouvrent, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. Le flow Madina, Guadada, c'était, tu lâchais le truc, t'étais yam. Et c'était beaucoup plus glamour que dire je suis malien, je suis sénégalais, je suis béninois et tout. Ça passait plus crème. Ah, je te jure, non, en vrai, t'étais un noir plus, tu vois. C'est ça. Hein. C'est réel. C'est Par réel. exemple, en primaire, il y avait, je me rappelle très bien, je me rappellerai toute ma vie de ça. J'étais en CM2, donc dernière classe pour arriver au collège. Et il y a le professeur qui vient et qui nous dit, ouais, je vais vous montrer un film. Et en fait, c'était un film sur que des noirs. Que des noirs. Franchement, je me rendais pas compte quand j'étais petit, mais c'était grave. En gros, il y avait que des noirs avec, vous savez, les assiettes là, les oreilles, etc., avec les coups remontés et tout, etc. Ils disaient, ouais, c'est ce qui se passe en Afrique et tout, etc. Et il y avait un Congolais qui disait, chez moi, c'est pas comme ça, genre, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et là, je me suis rendu compte, et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, pourquoi ils montrent ça, genre, tu vois. Et c'est au collège où je me suis renseigné, j'ai appris et tout, etc. Et je me suis renseigné sur notre histoire à nous. Et que surtout, je me suis rendu compte que mon père essayait de me faire retrouver mes racines. Parce que mon père est guadeloupéen et ma mère est martiniquaise. Et on sait très bien que, entre Antillais, on sait très bien que Martinique est plus du côté blanc. Guadeloupe n'est que marron. Guadeloupe, c'est marron. Et même pas. D'ailleurs, allez voir Culture Thérapie. J'en parle aussi de l'histoire Martinique-Guadeloupe. Et ouais, en vrai de vrai, c'est grâce à mon père en vrai que j'ai développé en fait cette connaissance. Je me suis renseigné de moi-même et tout, etc. Et voilà. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des manifs, etc. Parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, de 0 à 12-13 ans, j'ai vécu dans de l'assimilation pure en fait. Tu vois. Donc voilà. C'est son histoire. Sur le coup, je rejoins totalement la tienne. Parce que moi, j'ai grandi dans Épinay-sur-Seine. Et c'est cité. J'ai grandi à Orgemont, cité à côté de Saint-Denis et autres. Mais par contre, mon école, tu vois, c'était une école catholique, chrétienne, parce que mes parents, chrétiens, ils se disent, école privée, la plupart des écoles privées qu'on voit, en fait, en banlieue, et c'est pas pour rien, c'est que c'est des écoles très axées religieuses, en fait. En tout cas, de mon temps, c'était vraiment très axé religieux, et la seule école vraiment privée qu'il y avait aux alentours, c'était une école religieuse, donc j'étais là et j'étais que des blancs. J'étais le seul noir de ma classe. Il y avait un autre noir dans une classe au-dessus, et il y avait aussi ma grande sœur, parce que j'ai une grande sœur, shout out, il y avait qui était là. Donc il y avait un noir par classe. Et sinon, tu avais 27 gosses qui étaient blancs. Et le truc, c'est que tu traînes qu'avec des blancs, tu vois. Et c'est aussi un design aussi de ta famille. Moi, je sais que c'était un design de mes parents de me mettre pour eux dans une situation où j'allais être plus performant, avoir plus de chances de réussir. Parce que je pense qu'en tant qu'immigré et immigré africain, on voit en fait la haine qu'il y a contre
nous, des occupants, enfin des gens qui sont déjà en place. Et donc, on ne veut pas ça pour son fils. On dit, pour son fils ou sa fille, il se dit directement, c'est mieux de le placer dans un système où il va apprendre les mœurs plus rapidement, il va être assimilé, directement, il va être assimilé, et ça va mieux se passer pour lui, tu vois. Et comme tu as dit, c'est en grandissant au collège, après, j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi, techniquement. Et je me suis dit, en fait, finalement, ça, je correspondais plus, en fait, à cette image. Il y avait cette grande rébellion, cette grande haine contre, déjà, ce que j'ai vu, ce que j'ai dû vivre avant, ces micro-agressions, et même contre la personne que j'étais avant, tu vois. Là, le petit qui arrivait, qui était en primaire, je dis, mais pourquoi tu traînais avec eux? T'aurais juste dû aller à l'école, rentrer à la maison, et tu vas sur le terrain de basket et tout, dans ta cité, avec les gens qui sont avec toi, tu vois. Donc, c'est juste ça. Et aussi, une petite note par rapport à l'éducation, c'est que c'est même plus des micro-agressions, parce que le film dont tu as parlé, qui montrait d'une ethnie qui est très riche en connaissances, qui est très riche en culture, tu vois. On va le ridiculiser comme ça, en disant ça c'est ça l'Afrique et autres. C'est une partie d'Afrique qui est très riche, mais aussi tu as beaucoup de trucs, par exemple, je sais pas, vous vous souvenez dans le livre d'histoire Banania, quand on parlait de colonisation, il y avait cette image de Banania. Et moi je me rappelle mon prof d'histoire, malheureusement je ne me souviens plus de son nom, je dis bien malheureusement parce que j'aimerais bien l'afficher, et qui disait en fait Banania, ça représente bien la France, voilà, le noir souriant, grosses lèvres et tout. Il parlait, mais lui, le truc c'est que le premier truc que j'ai pris au premier degré, mais c'était une satire. C'était pour vraiment en fait dire, c'est comme ça qu'on représente l'homme noir, tu vois. Et c'est vrai, Banania en fait c'est la représentation en fait de l'homme noir vu par le colon. Et c'est une publicité qui continue, même là ils ont changé, ils l'ont mis en digital, mais voilà, c'est toujours le même. Et maintenant, parce que je pense à un autre truc, c'est vous avez tous eu des expériences différentes. J'aimerais parler en fait si vous avez eu un moment où vous étiez entre intégration et assimilation. Qu'est-ce que tu veux dire par assimilation? Ça tombe bien que tu poses ça, parce que vu que tu parlais de culture thérapie, tu as fait un épisode dessus. Donc on va commencer par toi, comme ça j'ai pas besoin de répondre et j'ai pas besoin de me tromper. Donc je vais directement dire sur Chris, et après tu vas pouvoir faire rapidement un petit topo intégration assimilation, mais après parler de ton moment si tu as eu un moment où t'es balance. Ça marche. Donc d'abord, allez voir ma vidéo si vous voulez plus de détails. On va tellement mettre, donc vous allez avoir le lien dans la... Ça fait 4-5 fois qu'il le dit, donc on là. Non, en vrai, parce que ce que je veux dire par là, ça va être succinct et c'est tellement ancré dans l'histoire de France que faut vraiment bien l'expliquer. Mais en gros, l'assimilation, c'est lorsque le noir ou le nord-africain décide de délaisser en fait son pays d'origine pour pouvoir accepter les dogmes, les mœurs et la culture du dominant. Donc par exemple la France, c'est un Sénégalais qui part pour la France et qui décide de délaisser sa culture pour accepter et prendre la culture de la France. Donc par exemple, un truc tout simple, quand il va faire un plat avec des invités, il va pas faire son mafé ou son tiep, il va faire un bœuf bourguignon. C'est bon, j'ai été sur les graves. Mais c'est pourquoi on pense toujours à ce plat. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le bœuf bourguignon, c'est le plat le plus français qui existe sur Terre. Donc voilà, ou par exemple, au lieu de s'habiller en tant que tenue traditionnelle quand il va quelque part, il va plutôt mettre un costume cravate, rasé, bien propre et tout, etc. Donc ça fait partie de l'assimilation et des dogmes qui peut... C'est vraiment en fait délaisser ta culture. Parce que moi, d'un côté, comment je vois, c'est tu peux, par exemple, bien sûr, cuisiner un bœuf bourguignon, tout comme ça, mais pas reconnaître en fait que le mafé existe. Voilà, toi, exactement. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai eu des gens où je leur ai sorti en mode, on va faire un plat, je vais faire ça. La personne est béninoise et tout, elle me fait non, moi je mange pas ça. Mais un plat du pays, genre. Un plat du pays, par exemple, vraiment un plat du pays, tu vois, à Imolou. Un plat du pays et tout, et la personne elle dit moi je mange pas ça. Non. Tu vois. Et dans le truc, et c'est ça où vraiment, là, je dis ouais, vraiment, assimilation, je vois directement la personne, je dis mais tu penses que te délaisser de ça, de ta culture, t'empêche en fait de t'élever. C'est ça. Tu vois. Et ouais, c'est vrai que allez voir cette vidéo parce qu'elle est très, comme tu as dit, très succincte, très détaillée, on peut vraiment comprendre. Donc, est-ce que tu as eu un moment où tu as senti la balance en mode ouais. Non, en vrai, ouais, comme j'ai dit, vraiment la primaire, c'était quelque chose. Moi, je me sentais pas du tout africain, je me sentais pas du tout
faisant partie de l'Afrique, avoir une quelconque connexion avec l'Afrique. Et quand tu te rends compte, quand tu creuses un petit peu, et quand tu vois que certaines personnes te traitent comme une personne africaine, tu dis, ah bah, peut-être que je suis africain en fait. Et vraiment, dans cette intégration-là, il y a eu beaucoup, surtout à l'école, d'éducation du fait que tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu vois, des choses qui, chez toi, tu pourrais le faire, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas parler de certaines choses, des fois même tes parents te disent, ouais, tu veux pas dire certaines choses à l'école et tout, etc. Moi, vers la quatrième, j'avais pas, je mâchais pas mes mots. Je mâchais pas mes mots parce que j'avais la haine en fait. Je me suis dit pourquoi j'étais comme ça. Et des fois, ouais, il y a eu beaucoup de discussions avec mes parents parce que j'étais trop direct. Donc j'ai eu en fait ce transfert de assimiler à ne pas être, ne pas être assimilé très vite. Et ouais, j'aimais bien fermer la bouche des gens parce que au bout d'un moment, tu te disais. En fait, toi, t'es parti vraiment d'un truc où, même sans le savoir, finalement, t'étais dans l'assimilation sans le savoir. Ouais. Parce que t'as grandi et tout, et en grandissant, quand on va dire, tu t'es éveillé. Mm. Enfin, même pas éveillé, mais t'as juste en fait compris en fait que cette assimilation n'était pas pour toi, et même que c'était pas ton personnage, c'était pas ton identité. Ouais. C'est là où t'as commencé à marcher sur des necks. Sur des... Oh là là. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Trop de voyages. Sorry, pardon. Trop d'avions et tout. Jennifer, le truc, c'est que toi, tu arrives à 18 ans ici. Donc, je me dis, en fait, c'est super intéressant que si tu as une anecdote où tu t'es dit, OK, est-ce que je change mon identité? Il y a un truc là, pour m'élever, il va falloir que je lâche cette culture. Ouais. Même si je suis arrivée adulte et que j'étais très fière d'être guinéenne, enfin, c'était normal pour moi parce que j'ai grandi parmi les miens, donc j'ai pas forcément eu des expériences où j'étais toute seule, j'étais la majorité en fait toute ma vie. Et moi, c'est par rapport à l'accent, quand j'ai compris que les gens ne me comprenaient pas parce que j'avais un accent, alors que je parle très bien français, que j'écris très bien français, je me suis dit que je commençais à me douter que c'était par rapport à l'accent. Mais vu qu'on ne me l'avait pas encore dit, voilà. Et après, on me l'a dit expressément, de plus en plus, un peu partout, autant à la fac que dans l'administration. Je me suis dit, très bien, ils ne comprennent pas notre accent, donc il va falloir que j'adopte le leur pour qu'ils me comprennent. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à parler comme eux. Et en fait, il y a ce switch encore aujourd'hui de quand je suis dehors. Vraiment, c'est comme si je mettais une perruque, quoi. Quand je suis dehors, Non, mais c'est je non, parle. c'est réel, hein. Non, mais t'imagines. Tu Tu mets ton costume de blanc. Ouais, Vraiment. non, mais directement. c'est Et ça. je sais que mes potes en rigolent. Et pour eux, c'est pareil d'ailleurs, mais ils en rigolent quand on s'entend parler. Par exemple, je vais appeler, j'en sais rien, un restaurant pour réserver. J'ai encore ce truc Ah de. oui. Voilà, la Non, voix mais change. c'est vrai. Et je sais Ouais. que mes potes, ma mère, enfin tout mon entourage, ils sont tous là. Ouh, madame, pardon, tu vois. Et ils se fichent de moi. Et on sait tous d'où ça vient. Mais voilà, en fait. Le fait d'avoir eu aussi d'autres personnes avec qui j'en ai parlé, parce que cette copine ivoirienne dont je parle, au début, en fait, on s'est pas rapprochés, justement, on ne voulait pas faire le filage. Le stéréotype, genre. Voilà, et en fait, chacune était de son côté. Et quand on est devenus amis, on s'est dit, mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt, en fait? Et on en a parlé, du coup, et c'est là qu'on a su qu'en fait, on vivait tous la même chose. Que moi, j'avais en plus ma meilleure amie, par exemple, mes meilleures amies qui étaient arrivées ici avant moi, mais qui ne vivaient pas à Nice, du coup. Avec qui je parlais beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses que... En fait, je me sentais pas folle parce que quand j'en parlais, elle me disait « Ah oui, oui, t'inquiète » ou sinon, elle m'en parlait avant, des fois. Donc, je savais, en fait, que c'était... Pas que c'était normal, mais en tout cas, que ça existait. Donc, oui, c'est le moment où j'ai dû choisir mon camp niveau accent que j'ai su que ouais, là, j'étais assimilée, quoi. Même pas traduire, mais dire, c'est que ça arrive dans le monde entier et ça arrive dans toutes les diasporas. Pour avoir, vu que Table Nord, c'est un podcast itinérant et on parle de différentes diasporas dans le monde, moi, ce que j'ai vu, les gens avec qui j'ai parlé, ça revient partout. Dans chaque situation, il y a ils nous comprennent pas, ou il y a ce truc qu'on doit changer, en fait, d'identité, tu vois. Et quand tu as dit, en fait, ils ne nous comprennent pas, pour moi, c'est aussi un très grand mensonge. Ils te comprennent tout à fait, d'accord, mais ils font pas l'effort d'eux. Et c'est aussi quelque chose, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qui est lié aussi, enfin, on veut dire que même en tant que juste personne qui parle français, bah moi des fois je me suis surpris en fait à parler avec des Anglais qui vont parler français
et ils vont dire le mot. Je vais faire, qu'est-ce que tu as dit? Tu vois, parce que tu ne dis pas ça, parce que tu dis pas exactement comme moi je le dirais. Ça. Et après je dis, mais en fait, non, je fais non, je suis un connard, je suis désolé. Désolé, je suis pas quelqu'un de bien, je m'excuse, tu vois. Et le but, c'est c'est de faire ce travail qui n'est pas fait, tu vois. Sally, tu as eu une expérience? Alors moi, non. Mais on m'a accusé de vouloir m'assimiler. Enfin, en tout cas, on m'a prêté cette fausse intention-là. Qui t'a accusé? alors, Communauté ou... Des personnes plus ou moins proches, ça peut être au travail, etc. Et en fait, c'est de par mon style vestimentaire et mes sorties. C'est-à-dire que bon, j'ai un style un peu classico-moderne, BCBG. Et en fait, alors ça a pu être détente, enfin bon, je ne vais pas dénoncer là, mais voilà. Des personnes plus ou moins proches, ça résume bien, qui en fait m'ont accusé clairement de m'habiller comme ça pour me fondre parmi les bobos et les blancs, quoi. Alors qu'en fait, c'est tout simplement mon style. Et ils ont réussi à me faire douter. Pendant quelques temps, je me demandais si, du coup, je faisais pas ça pour ça, vraiment. Et la conclusion, c'est que non. C'est que c'est juste que j'aime bien les blazers. Pièce du dressing à voir absolument, si je peux me permettre. Voilà, donc je suis très... Non, mais désolé, je le place. On fait des conseils mode aussi sur ta Madame mode de Bayeux. Excuse-nous. C'est ça. Et donc voilà, et donc c'est perturbant, mais au final, j'ai fait mon introspection, j'ai réfléchi sur moi-même, et en fait, non, je ne vais pas m'assimiler, c'est que j'aime tout simplement ça. Pour mes sorties, pour finir, c'est parce que j'ai voir des expositions, j'ai commencé très jeune, et en fait, pour les gens, c'était une façon de me donner un genre, de faire la meuf cultivée, etc. En fait, en tant que femme noire, on attendait à ce que je me comporte de telle ou telle façon, que je m'habille de telle ou telle façon, et si je le faisais pas, c'est que forcément, je voulais faire comme les blancs. Mais ça, c'est... Et c'est hyper... c'est tellement régressif en fait limitant, de penser comme ça, c'est ça. C'est très Et je limitant. suis passée au-dessus maintenant, enfin depuis très longtemps et encore plus avec l'âge, où maintenant je me détache de ça. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment aussi, c'est quelque chose qui est vraiment fluide, enfin qui est vraiment... c'est à cause de la peur, pour moi. C'est-à-dire qu'on se met beaucoup de barrières, on se met beaucoup un plafond de verre en disant que si toi tu sors de cette catégorie-là, tu vas être une personne noire qui va profiter en fait de l'opportunité qu'on a ici en diaspora, où ça va être, ou en tout cas dans certains pays où ça va être quelque chose de très éclectique. On peut avoir beaucoup de cultures différentes. On va pas se mentir, Paris c'est un puits de culture parce qu'il y a énormément de musées, ils font venir beaucoup d'expositions, ils ont beaucoup d'artefacts qu'ils ont volés. Donc bien sûr, c'est plutôt facile, c'est facile. Non, gars, moi j'ai mal, Kebranli. Non, j'ai mal, je vous dis, j'ai mal. Donc c'est plutôt facile, toi. Et c'est vrai qu'on a ce truc où pas sortir de cette catégorie. Exactement. Moi j'ai une question, pour moi c'est directement c'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a intégration ou assimilation. Ça te dérangerait de porter juste des sacs de ton ethnie? T'en portes, t'en as déjà porté. Ah mais j'en porte. C'est ça le truc. J'en porte sans aucune honte. Voilà. Et j'ai jamais eu honte. C'est ça, donc, à partir de là, c'est ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'assimilation possible. Ouais. Maintenant toi, dis-moi. Moi je pense que j'ai vécu une assimilation forcée, parce que quand mes parents sont arrivés à l'époque, ils parlaient la langue et le français, et on leur a dit à l'école, ne parlez surtout pas la langue à vos enfants, vous devez leur parler français. Donc moi je me suis sentie privée de ça. Même si j'avais envie de parler la langue, forcément, je parlais que français jusqu'à aujourd'hui, je parle pas. Et aussi, pendant des années, je suis pas allée au pays parce que les parents avaient peur, ils voulaient pas qu'on se mélange, etc. Donc, et pourtant, j'avais cette soif. Donc, en fait, c'est comme si j'étais déchirée entre les deux. Je pense pas forcément être assimilée, peut-être par ma façon de parler au travail, etc. Parce que, voilà, tu vas adopter un style dans ta manière de t'exprimer, mais c'est global, tout le monde le fait parce que c'est corporate, on va dire. Mais sinon, non, je me sentais pas forcément à la recherche de l'assimilation. Je pense qu'elle a été plus imposée par mes parents, ma mère beaucoup plus que mon père d'ailleurs, parce que mon père il est un peu comme le tien. Et mais sinon, non, je crois pas. C'est l'impression que tu sais, parce que c'est vrai que par la langue, beaucoup disent que par la langue, tu as ton identité. Tu vois, c'est-à-dire que parler ta langue en fait d'origine, c'est un lien directement avec ton pays d'origine. C'est-à-dire que même si tu ne parles pas la langue, à quel point c'est beaucoup plus dur de retourner dans ton pays d'origine. Ouais, tu vois. Et j'arrive, j'aime vos actions, mais vous parlez vos langues d'origine? À 50%. Tu comprends? Non, en gros, j'ai mon père Soninké et ma mère Bambara. Okay. Et je parle et je comprends Bambara. Ok. Ça, je t'ai pas demandé ton ethnie. Tu connais ton ethnie? Ouais, j'en ai deux. Mais on va dire majoritairement, elle s'appelle Marba. Ok. Je parle pas, je comprends pas. Ok. Que quand il y a des mots français. Ouais, non, moi... En fait, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Le créole aux Antilles, c'est une langue de rebelle. Donc, le fait de
comprendre, connaître la langue, c'est un peu compliqué en France surtout, parce qu'on considère ça un peu aux Antilles comme une langue de rebelle. Et même dans la communauté, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus proches du côté français, pour pas dire autre chose, le fait de parler créole, c'est, comme tu as dit, c'est une communication forte et ça crée un lien. Donc voilà. Mais moi, non, je parle, je comprends, je parle un peu, mais j'ai honte. Tu vois. Toi? Moi, je comprends, je Bah, parle. attends, on est en 18 Question, ans. question bête. Tu sais, je suis tourné vers moi, j'ai fait pourquoi t'as fait ça? En effet. J'aurais pu le Non, mais faire, voilà. on sait jamais. Mais toi. Mais oui, pas, Ok. pas que celle de mon ethnie, d'ailleurs, d'autres ethnies de la Guinée. Exact. Et ça, toi, c'est un truc, par exemple, moi, par rapport à toi, c'est que moi, j'ai eu mes parents qui n'ont pas eu ce. Et vraiment, pour moi, c'est pas eu cette envie de nous transmettre cette connaissance-là, parce que c'est de la connaissance. Et c'est vrai, c'est la connaissance. Et il faut savoir que, enfin, c'est tout à fait aussi normal de parler plein de langues, en fait, des différentes ethnies qui sont autour de toi, parce que c'est comme ça que tu voyages. C'est que moi, avant, c'était comme ça qu'on voyageait. Il n'y avait pas de passeport, mais tu parles la langue, donc tu peux voyager dans ces différents secteurs, en fait. Et c'est vrai que moi, mes parents, ils n'ont pas fait ce taf. Donc, c'est un taf que j'ai dû faire par moi-même, tu vois. Typiquement, moi, je comprends et je parle créole, tu vois. Mais ça me sert à rien, ça me sert à rien au Togo, tu vois. Pour eux, ils disent directement, ils disent, ouais, t'es pas togolais. Tu vois, parce que comment ça, tu ne comprends pas. Quand je suis arrivé, c'était en mode, tu parles pas Mina, tu parles pas fond. Moi, j'ai mes cousins et tout, ils essaient de capter des mots, mais bien sûr, c'est pas réel. Ça fait pas toi, en fait, c'est pas ton identité. Donc, c'est vrai que c'est très important, même d'avoir ça fait un travail très effrayant, parce qu'à nos âges et tout, apprendre une langue qui est totalement à l'opposé de la langue latine, parce qu'ils ont tous des fonds latins, des langues qu'on a appris. Retourner par une langue qui était une langue d'origine sur ça, c'est extrêmement difficile. Mais c'est un travail qui ouvre l'esprit et qui, je vous invite tous à faire. Il y a maintenant des possibilités, et savoir que aussi vous avez EV sur Google Translate, donc vous pouvez essayer de capter des mots. Check. Parce que je sais que ça t'intéresse aussi. Donc, d'accord. Maintenant, je vais vous parler, en fait, j'ai envie de savoir, là, on revient vraiment sur le côté présent, actuel. Il y a une plus grande hostilité par rapport à l'immigration. On peut voir ça par rapport, en fait, à la loi de l'immigration, où il y a une grande hostilité qui est mise, en fait, sur l'immigration, et donc, plus loin, sur les diasporas qui sont issus de l'immigration. Donc, j'aimerais déjà savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'était pourquoi? Parce qu'en fait, je cherchais là. Comment je peux faire ça en clean? Après, j'ai même putain, il n'y a personne qui parle, donc c'est que sur ma gueule. Donc, ouais. Donc, maintenant, je vais vous parler, en fait, un petit peu, revenir sur le présent, ce qui se passe actuellement. On a tous parlé de notre histoire et autres, mais ce qui se passe actuellement en France, et même en Europe et dans le monde entier, en tout cas, surtout au côté occidental, c'est la haine, pour moi, qui n'a jamais été cachée, mais qui monte de plus en plus par rapport à l'immigration et aux immigrants. Et donc, bien sûr, dans son prolongement sur la diaspora, donc sur nous qui sommes issus de l'immigration. Donc là, on va parler un petit peu de la loi contre l'immigration. Ils appellent ça la loi de l'immigration, parce que c'est la loi techniquement contre l'immigration. Avant de vous citer à peu près ce que cette loi est, j'aimerais déjà avoir vos ressentiments à chaud, pas de cette loi, mais juste de cette atmosphère que vous avez ressentie, je suppose, depuis ces derniers temps. Je ne vais pas... La personne qui a envie d'y aller... Hostilité pour moi, vraiment. C'est ça. Ouais, c'est un climat très hostile. Je me sens d'autant plus concernée que je suis arrivée en tant qu'étudiante. Donc quand je vois tout ce que les étudiants étrangers doivent faire pour venir, je sais le parcours du combattant que c'est là-bas. Et vraiment, on n'a pas besoin de plus de bâtons dans les roues que ça. Vraiment, c'est pas... En fait, on va pas juste à l'ambassade et c'est bon, le visa, oui, bon, tenez, mademoiselle. Non, pas du tout. C'est un long parcours. Oui, vraiment, on n'est pas accompagné, on n'est pas informé. C'est l'ambassade de France, en tout cas en Guinée, pardon les catholiques, mais c'est le Vatican, c'est pas ce qu'il y a dedans, quoi. Vraiment, c'est... Et puis même à l'intérieur, ils sont pas accueillants, voilà. Donc c'est pas facile en fait de venir en France. Je dis pas ouvrir les frontières, je dis pas, enfin voilà, c'est pas non plus un discours militant comme ça que je suis en train de porter, mais je veux que les gens sachent que ce n'est pas facile à la base. Maintenant, s'ils ont envie de compliquer encore plus les choses, bon bah. C'est vrai qu'il faut savoir que. Libre à eux, mais c'est pas facile, quoi. Que même le pays d'origine, enfin, qui va être au continent, mais aussi beaucoup de bâtons dans les roues, Ouais. même pour partir déjà. Vraiment. Pas parce qu'il veut tellement garder son peuple,
et plus parce qu'il est lié à la France et il sait déjà, enfin, on lui a déjà donné des ordres. Exactement. Il y a des quotas sur le Bien visa, sûr. enfin, des choses qui existent déjà et dont tu nous parles Oui, aujourd'hui c'est comme ça. si c'était nouveau. Parce Pas que là, du maintenant, tout, ils le en font fait. de l'autre côté. Tu vois. Bah oui, Et donc c'est maintenant, ça. c'est double. Euh, Moi, j'aurais dit extrêmement climat, extrêmement malveillant et discriminant, de plus en plus, sous couvert d'immenses clichés, comme la sécurité ou autre. Enfin, il n'y a pas que les immigrés qui sont auteurs de ces actes. Et en fait, oui, c'est des amalgames à tout va et de pire en pire. Vraiment. Et donc, forcément, on se sent visé indirectement. Parce que certes, je suis née en France, mes parents, eux, sont immigrés. Donc, on se sent visé, en fait. Voilà. Vraiment, je me sens autant touchée qu'eux, en fait. Moi, franchement, j'ai qu'un mot à dire, c'est hypocrisie. Pour moi, la France s'est créée à partir de l'hypocrisie, du fait de l'assimilation. Dire que oui, t'es de chez nous, mais pas trop. Tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est de la pure hypocrisie, du fait qu'on sait très bien que certaines personnes sont racistes, mais ils vont jamais le dire. Ils vont toujours passer par des chemins, comme tu as dit, hein, ouais, je comprends pas ta langue, etc., pour nous dire qu'en fait, ils sont racistes et que tu seras jamais de chez nous, quoi. Non, non. Ouais, pour moi, je pense que c'est différent. En tout cas, directement, je le sens pas plus qu'avant. Mais par rapport au climat ambiant, c'est drôle hein, ce que je vais vous dire, mais moi, c'est complètement à l'envers. Parce que j'ai tellement vécu le racisme de ouf quand Là, j'étais petite, là, c'est que double, là, quoi. c'est tranquille. Là, c'est Là. mignon. Là, pour moi, ça va, tu vois. On me dit plus les mêmes choses qu'on me disait avant, et c'est peut-être aussi parce que je suis à Paris maintenant. Mais c'est pas la même chose. Et puis même dans mon cercle, on est plus, on va dire, porté sur un militantisme, mais quelles que soient les origines, tu vois. J'ai pas des personnes malveillantes qui vont mal parler, etc., ou qui vont dire, ouais, il faut fermer les frontières et tout. Donc je m'en rends pas compte en dehors de ce qui se dit dans les médias. Moi, je reviens beaucoup créer sur le côté hypocrite. Je trouve qu'en fait, la France, et même pas, enfin, je sais même pas viser la France, et je pense que le monde, en fait, prend, et c'est la nature humaine, prend le bon sans accepter la dualité et prendre quelque chose qui va pas aller dans son sens. C'est-à-dire que on a pris beaucoup de force de travail, parce que beaucoup de choses qui ont été faites à Paris ou en France, ben, c'est grâce à l'immigration. On les a parqués dans des banlieues, puis après on a insulté les banlieues, sauf que vous les avez parqués dans des banlieues. Vous avez parqué des gens dans des banlieues pas bien faites, avec une qualité de vie très, très basse, avec des salaires nuls et des salaires atroces, et en plus ils se fatiguent énormément. Ça crée une tension, c'est tout à fait normal. Et maintenant, en fait, tu veux réguler, mais tu veux quand même avoir un certain nombre de personnes pour toujours faire les jobs que tu ne veux pas faire. Tout ce qui va être hôpital, tout ce qui va être nettoyage, tout ce qui va être sécurité et autres, ça doit être nous. Donc en fait, pour moi, c'est une régulation. Et c'est énormément d'hypocrisie, comme tu disais, parce que finalement, tu n'acceptes... désolé, je vais le truc, mais tu veux l'argent, tu veux le beurre, l'argent du beurre, et tu veux la go aussi derrière le comptoir. Et je veux dire, la vie, c'est pas ça. Enfin, la go ou le gars, tu vois, mais c'est pas ça le but, tu vois. Et donc voilà. Actuellement, on va revenir sur quelque chose de très présent. Actuellement, il y a la loi contre l'immigration, qui est la loi de l'immigration. Vous avez tous entendu parler. De toute façon, je vais lâcher des notes, donc vous avez intérêt. Donc, le but est, dites-moi en fait, ce qui vous a le plus marqué dedans. Erika. Moi, je pense que c'est par rapport à l'obtention des APL, qui, de mémoire, je crois, pour les chômeurs, c'est à partir de 5 ans que tu as le droit de demander les aides, APL. ouais. Et si tu es travailleur, c'est à partir de 30 mois. Je trouve ça dingue parce que quand tu immigres, tu ne trouves pas tout de suite un travail. Donc, tu as besoin d'aide, forcément. Et pour pouvoir vraiment vivre et répondre à tes besoins tous les jours, les aides sociales, la France, elle a toujours été reconnue comme étant un pays qui aide socialement ceux qui vivent en France. Et donc, d'attendre 5 ans, si jamais tu es au chômage, mais comment tu t'en sors? Après, c'est horrible. C'est impossible de s'en sortir. C'est impossible. Ok. Salut. Moi, ce serait la fin de l'obtention automatique de la nationalité par un enfant né en France de parents immigrés. Donc avant, à 18 ans, c'était automatique, il l'avait d'office. Maintenant, il doit faire la demande. Déjà, il y a un peu un processus où c'est lui qui doit faire la demande alors qu'il est né en France. Ça devrait être acquis, en fait. Et je vois par là une volonté de contrôler, on va dire, l'enfant, voir si c'est un bon citoyen gentil à leurs yeux et en fait, voir s'il mérite. Je parlais tout à l'heure du cliché comme quoi ce sont les immigrés ou enfants d'immigrés qui sont les principaux délinquants, etc. Et en fait, pour moi, oui, c'est un moyen de voir si cet enfant-là, il est bien gentil, bien tout doux. Et après, il fait la demande et on lui donne ou pas. Donc, c'est hyper vicieux. Ouais. Jennifer.
Moi, forcément, c'est sur la caution. Je suis prévisible, hein, mais la caution demandée aux étudiants étrangers, comme je disais tout à l'heure, c'est pas simple. En fait, il faut savoir que pour venir en France, déjà, il faut montrer patte blanche, en dehors des bonnes notes et tout le reste. Dans tous les termes. Patte Voilà. blanche, exactement. Bon, c'est Sans jeu de réel. mots. Mais oui, il faut en fait avoir sur un compte bloqué 7 380 €. C'était en tout cas en 2011. Moi, j'ai eu mon bac en 2011. Je suis arrivée en 2012. Donc en 2012, c'était ça. Ou alors avoir quelqu'un en France qui nous parraine, entre guillemets, en tout cas qui se porte garant. Donc il y a des fiches de paie, de bonnes fiches de paie, quoi. En tout cas, 3 000 €, c'est bien, par Ouais. exemple. Voilà. Et donc il y a déjà beaucoup de choses qui doivent être faites pour revenir, si en plus on doit rajouter une caution. Alors je sais qu'on nous dit que, et je pense que c'est Emmanuel Macron qui l'avait dit, qu'on a une qualité d'enseignement en France qui n'a rien à envier à Ce qui est faux. l'Angleterre. Ce qui est totalement faux. À l'Angleterre, j'ai pas testé les deux, je Non, parce que Je le pourrais système pas dire. académique. Ouais, donc, je pourrais pas dire, mais tout ce que je sais, c'est que en Angleterre et dans les pays anglo-saxons de manière générale, puisque je fais cette comparaison-là parce qu'il faisait lui-même la comparaison, c'est qu'à la fin des études, là-bas, il y a vraiment une intégration. En fait, quand tu as tout respecté, entre guillemets, quand tu es le bon petit citoyen ou le bon immigré bien intégré, tu as des chances d'avoir un emploi rapidement. On va dire que ta couleur de peau est gommée. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, parce que je ne vois pas pourquoi ta couleur de peau devrait compter. Mais en France, quand on a fini, mais waouh, donc pour en toi, fait, c'est on fait que vraiment- commencer. ouais. Pour toi, Voilà. c'est vraiment cette caution en fait, qui va encore Plus encore bloquer au les process. gens. Et, En bon, fait, je préfère même qu'ils disent au final, venez pas. Vous savez quoi, venez dis-moi, pas. c'est un C'est- peu- c'est- ouais, c'est mieux. C'est un peu le truc. Ok. Voilà. Chris, dis-moi. Moi, ce serait les quotas pour plafonner les étrangers d'ici 3 ans. Pour moi, je trouve que c'est un peu hypocrite de leur part, parce que quand on regarde au XXe siècle, il y a eu le Bumidum, qu'ils ont ramené en masse des Antillais en France. Pareil pour l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour rétablir le pays et tout. Voilà, pour qu'on puisse reconstruire le pays et tout, etc. Donc je trouve que c'est assez, assez funny qu'ils veulent plafonner alors qu'avant, ils nous disaient allez-y, quoi. Parce qu'ils avaient besoin. Ouais, Maintenant, c'est ils ça. ont un peu moins besoin, donc ça, c'est sûr. Moi, le mien, ça va être la dénaturalisation, en fait. On enlève la nationalité aux binationaux quand ils ont commis un crime contre un agent en fait, judiciaire, contre les popos, et contre les flics. Sur ça, je dis pas que faut tuer la police, j'ai jamais dit ça. Mais finalement, c'est une personne qui a grandi en France. T'es binationaux, t'as grandi en France, t'as la civique, t'as la nationalité française, c'est que t'as des grandes chances d'avoir grandi en France. Okay, il y a beaucoup de binationaux. Moi, techniquement, je suis binational. J'ai grandi en France. Si tu commets un crime finalement en France, en ayant grandi en France, en fait, c'est l'éducation que tu as reçue en France. C'est la vie que tu as fait en France. Donc là, c'est pas est-ce que la solution, c'est donc de te renvoyer, pour eux, ils disent te renvoyer chez toi, mais tu n'as jamais connu ton chez toi, tu as grandi en France. Tu vois, si je commets un crime et je suis envoyé au Togo, moi je connais le Togo, mais si j'avais commis un crime à 16 ans ou 18 ans et je suis envoyé au Togo, je connais pas le Togo. Mais je connais la France. Et c'est ce système-là qui a aussi aidé le crime. D'accord ? Parce qu'on grandit dans un système. Donc moi, c'était celui-là. Ok, maintenant, un peu pour clôturer bientôt, parce qu'on arrive bientôt à la fin, vous avez dû voir qu'il y a quand même une fuite autour de la diaspora, mais aussi d'autres personnes qui ont tendance soit à rentrer au pays, soit à rentrer sur le continent, ou même aller ailleurs. Est-ce que pour vous, vous êtes dit que partir de France est un but, une possibilité, ou même un plan déjà travaillé ? Et si oui, pourquoi ? Je vais commencer par Chris. Libérez-nous. Non, je rigole. Non, en vrai, non, moi, j'ai le plan de partir parce que tout simplement, en tant que noir et surtout en tant que personne issue de l'immigration pour eux, en soi, on ne devrait pas être en France. Et d'un côté, je les suis dans le sens où aux Antilles aussi, on a aussi cette mentalité de il n'est pas chez nous. Tu vois, il est blanc, il est arabe ou quoi que ce soit, il n'est pas chez nous. Voilà, t'as que entre deux chaises. Donc moi je me dis que vaut mieux que j'aille dans un pays qui me ressemble ou un pays au moins où je suis accepté
pour pouvoir vivre normalement, quoi. Et que j'ai pas de regard quand j'arrive quelque part ou Je ou vois. quoi que ce soit. Ok. Ouais. Erika. Ouais, moi, depuis petite, en fait, c'est drôle, hein, mais mon grand frère, il était à fond sur la culture hip-hop américaine, etc. Donc, j'ai été très influencée par la culture afro-américaine. Donc, c'est vrai que j'ai grandi en me disant, ah, j'aimerais trop vivre aux States, les States, les States. C'était un objectif. Après, je sais que c'est un contexte aussi particulier. Quand t'es noir là-bas, c'est très difficile aussi. Enfin, ça dépend où t'es et où tu te situes. Et donc, je crois que je suis divisée entre les États-Unis parce que j'ai toujours cet attrait malgré toutes les difficultés, et même si je ne les vis pas quand je suis sur place. Et de l'autre côté, je suis allée en Afrique Nord pour la première fois au Tchad l'année dernière, enfin en 2022 maintenant. Et c'était un sentiment indescriptible parce que tu arrives, tu n'es plus la minorité, tu fais vraiment partie de la majorité. Tout le monde te ressemble, tout le monde parle la langue, tu ne comprends pas dans mon cas, mais tu te sens bien. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, l'Afrique, c'est vraiment une option, donc j'y pense aussi. Ok. Sally. Moi, c'est un but. Donc, plus qu'une idée, un but. Un but assez récent. Ça fait peut-être 2 ans, vraiment, que je suis assez déterminée. C'est de par ce qu'on voit dans les médias, les persécutions, voilà, l'islamophobie aussi montante qui prend aux tripes. Quand on voit que ce soit des tweets à la télé, le traitement des enfants, on se sent vraiment mal, en fait. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie de vivre dedans, dans ce contexte. Genre, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour souffrir et subir. Et voilà. Ah, Pardon, le lieu. T'es pas venu pour ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ah, T'es pas venu. T'es pas venu pour ça. ah toi, oui, non, mais c'est ça, oui. Non, mais c'est ça. Et alors, je partirai dans un premier temps. Alors, à Londres, je pense à Londres parce que, ville hyper ouverte d'esprit, voilà, c'est connu et reconnu, hein, Ok. que, en tout cas, sur papier, c'est ouvert d'esprit. D'après ce que les gens disent, voilà, niveau pro, ça collerait. C'est aussi une capitale de la mode. Et après, à long terme, retourner en Afrique aussi. Ok. Alors moi, j'ai toujours voulu vivre, enfin en tout cas vivre en Guinée déjà, et puis retourner en Guinée. En gros, quand je suis venue en France, j'ai choisi de faire de la communication, ensuite de la communication du développement durable après, parce que j'avais envie d'aller pas créer ça là-bas, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que nous, on faisait déjà naturellement, comme vendre en vrac, et qu'ici, c'est hyper bobo, hyper waouh, alors que chez nous, c'est normal. Et du coup, il est rentré en Guinée, et vu que je suis rentrée pour la première fois en 2017, enfin retournée en 2017, donc 5 ans après, j'étais du coup plus grande, enfin plus mature, et je me suis dit, bon, peut-être pas tout de suite. En 2017, je finissais aussi mes études, et j'ai commencé à travailler en France parce que dans tous les cas, il me faut une expérience. Je pense que, en tout cas, j'ai envie d'y retourner, ça c'est sûr, mais je pense que je ferai peut-être un autre pays avant. Je pense à une ville comme Toronto. En tout cas, j'ai envie d'un pays anglo-saxon déjà, pour voir autre chose. Et puis après, oui, aller construire ou reconstruire le pays, quoi. Moi, perso, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et expérimenter des choses. Je me suis jamais senti à l'aise en France, en toute honnêteté. Dès que j'étais déjà prêt à partir. Pour moi, c'est impossible. Les gens vont croire que j'ai une haine contre la France, mais j'ai juste que le système me correspond pas. Et honnêtement, ça fera jamais, je vais jamais me sentir à l'aise. Bien sûr, Togo, Bénin, c'est dans le cœur et autres, mais bizarrement, c'est vrai que je ne vois pas tant y vivre. Le Ghana, c'est pas à cause de côté anglophone, parce qu'il y a quand même pour beaucoup en fait issus de la diaspora, on sait qu'il y a une différence entre la francophonie et l'anglophonie en termes de mindset et même et surtout même de business, et c'est beaucoup dans le truc de t'as le talent pour, ou tu peux faire ça, tu le fais, c'est bon. Et c'est beaucoup, francophonie, c'est très sur l'apparence. Donc ça, c'est surtout pour ça. Et après, on va pas se mentir, en tant que diaspora, on a aussi des branches, parce que je vois souvent ça comme un mal, on a des branches aussi européennes. On a aussi des influences européennes et autres. Donc il y a des connaissances en fait qui marchent qu'en Europe. Et c'est vrai que moi, un endroit calme, c'est pour ça que j'aime bien partir en Norvège et tout, ou en Suède, parce que c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de personnes, je suis posé. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que je ne peux pas vivre hors de la Terre, et la Terre, c'est le continent. Et pour moi, même si j'aime beaucoup, enfin je suis allé visiter, j'aime bien, mais moi c'est sûr, ça va finir subsaharien, c'est sûr et certain. Ça peut être que ça, honnêtement, voilà. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, une dernière chose. Non, c'est par rapport aux Antilles.
les Antillais, maintenant, ils viennent de plus en plus en Afrique. Et c'est bien pour une raison, c'est surtout le fait que aux Antilles, il y a beaucoup de problèmes de terre. Ce qui fait que les gens maintenant sortent plus des Antilles qu'ils ne reviennent. Donc maintenant, je pense que dans 10 ans, les Antilles, il y aura majoritairement des personnes qui font que du commerce. Et on aura beaucoup plus d'Antillais en Afrique. Mais il y en a déjà beaucoup, même au coton au Bénin. Bon, après, il n'y a pas que les Antilles, bien sûr, nous, au Bénin, on est très très proche d'Haïti. Et merci encore pour Haïti. On est très proche d'Haïti culturellement et d'histoire aussi. Et après, il faut savoir qu'aussi, il y a énormément notre côte. On a vu beaucoup de départs en fait, de négriers, beaucoup de départs liés à l'esclavage qui sont autant arrivés aux Antilles, qui sont arrivés aussi en Haïti. Il y a beaucoup de Yoruba qui sont tombés aux Antilles et, en Haïti, et des fonds et autres. Donc c'est vrai qu'on est tous liés. Et c'est ça aussi, c'est tout à fait normal de découvrir. Et j'invite aussi énormément aussi d'Africains à découvrir aussi les Antilles, parce que c'est beaucoup de choses à voir par rapport à notre propre culture et aussi bien sûr la culture des Taïnos et autres, qui est aussi très important à connaître. Donc maintenant, dernière question, je la pose toujours à tout le monde qui passe sur Table Noire, c'est est-ce que vous avez trouvé votre table noire en dehors d'ici? Vous avez un endroit où vous pouvez parler ouvertement, sans tabou, et échanger et apprendre des autres. Premier qui lance. Moi, c'est dans mon cercle familial. Je pense que les liens font qu'il y a une aisance de parole. Donc, quand je vais chez mes sœurs pour un repas ou qu'elles viennent chez moi, en général, on parle de tout sans tabou et aussi avec des amis très proches. Mais vraiment, il faut que les personnes soient vraiment très, très proches pour qu'elles me connaissent et qu'elles comprennent ce que je veux dire sans après être accusées. Voilà, exactement. Ma parole est hyper libre et je me sens bien. Okay. Moi, aussi un cercle familial. Cercle familial. Surtout chez moi, on va dire, c'est une grande salle de débat. Il y a toujours un peu de débat et tout. Et ça permet aussi d'apprendre beaucoup plus de choses. Et aussi sur Instagram aussi, il y a aussi de la liberté. Moi, je trouve. Dans les DM. Dans les DM, en tout cas. Ok, gars. Toi, je veux dire, tu vas te faire bloquer. Non, là, je parle pas des stories des posts, mais je parle plus des DM. Les gens, je trouve qu'ils se confient beaucoup plus. Et voilà. Moi, oui, cercle familial, cercle amical, vraiment en fait, c'est naturel, je ne me pose même pas la question. Et puis récemment aussi, cercle professionnel, avec notamment une collègue qui est très, très, très avertie sur ces sujets-là. C'est incroyable, en fait. C'est vraiment incroyable. Des fois, je lui dis où tu as appris tout ça. Et ça prouve qu'en fait, quand on veut, on peut. Elle est pas du tout racisée et elle comprend ces sujets-là. On n'a pas besoin de lui expliquer, en fait, parce qu'elle a lu et elle s'est informée. Voilà. Ok, elle fait le travail pour, quoi. C'est ça. Okay. Ouais, moi j'ai 3 cercles, je dirais cercle familial de base, beaucoup avec mon père et ma mère, plus mon petit frère aussi. Après, je dois avoir 3-4 amis, quelques-uns en France et d'autres à l'étranger, comme ça on échange aussi sur nos différentes expériences. Et puis depuis peu avec une thérapeute aussi, ça aide aussi, ouais. Super important ça aussi. Moi, pas familial, honnêtement. Je dirais pas cousin, oui, mais familial, parents, non. Ça, c'est aussi lié, je pense, au trauma d'enfance des parents et leur éducation très coloniale. Il ne faut pas oublier que nos parents ils sont nés en colonie. Mon père, il est né en colonie, éducation de colonie, question d'armée, donc c'était plutôt difficile. Ma sœur, par contre, ouais, donc ma sœur. Et cercle d'amis, très proches, avec des visions totalement différentes, des ethnies totalement différentes. Et voilà. Bon, merci Akpuelo pour vraiment tout le love que vous avez donné déjà, l'amour, mais aussi vous êtes ouvert. Vous avez parlé de vos expériences de vie, peut-être c'est des choses pour certains qui c'est pas super facile, donc merci d'avoir échangé. Pour tous ceux qui ont regardé, merci d'avoir regardé, gardez les yeux ouverts et n'hésitez pas à trouver votre table noire parce que c'est très important pour qu'on puisse tous évoluer en tant que diaspora, de communauté qui fait une. Good.